Monseigneur, Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis, s'il fallait résumer la première conférence du 7 octobre dernier, l'on pourrait paraphraser Molière dans les fourberies de Scapin, mais que diable le droit vient-il faire dans le bonheur? Madame le professeur Marianne Fizeron-Roche nous a rappelé que le droit ne sont ni les reins et les cœurs et que le bonheur ne relève pas du droit, sauf sous une forme totalitaire. Ainsi, le bonheur évoluerait dans la zone du non-droit, l'absence de droit. Le bonheur serait vide de droit. Ici, le droit se retire. Vouloir mettre du droit dans le bonheur, c'est succomber à cette tentation naturelle du juriste qui nous porte à supposer du droit partout, sous chaque relation sociale ou individuelle. C'est la tentation du panjurisme auquel le doyen Carbonnier s'est élevé toute sa vie, et en des termes chargés de poésie. Là où le profane sent la tempête, il renifle le cac fortuit. Un soc de charrue dans un champ, il crie à l'article R 36 7 du Code pénal. Et sous les colombes du ciel, il aperçoit des immeubles par destination. Mais à propos du bonheur, la tentation peut être féconde, car le droit a maintes occasions de rencontrer le bonheur sur son chemin par l'effet d'un double mouvement. D'abord, le mouvement des idées du XVIIIe siècle, que nous avons déjà vu et qui fait entrer le bonheur dans la vie politique et sociale. Les hommes des Lumières ont élevé le bonheur terrestre au rang d'idéal suprême. Le bonheur n'est plus renvoyé dans le futur, l'homme est maître de son destin, et Voltaire peut dire « le paradis terrestre est où je suis ». Deuxième mouvement, la montée des droits subjectifs. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1989 énonce les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, tels le droit à la sûreté, à la propriété, à la liberté, à l'égalité. La fin de la Deuxième Guerre mondiale voit l'émergence des droits subjectifs, des droits dits de deuxième génération. Les droits subjectifs explosent avec cette nouvelle catégorie des droits A, ces fameux droits créances qui impliquent l'intervention de l'État. Ces droits A sont de plus en plus nombreux. Citons le droit à l'éducation, à la santé, au logement, à la vie privée, à l'image, à l'honneur, à l'air pur, à l'information, à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, à la contraception et à l'avortement, à la libre orientation sexuelle. Sont revendiqués aussi les droits à l'enfant, à l'autonomie de la personne, au loisir, à l'éducation et au bonheur. Le professeur Danny Cohen a mis en lumière cette nouvelle catégorie juridique qui désigne le droit subjectif par l'objet sur lequel il porte. En somme, identifié à l'objet du désir. Ces droits sont changeants, évolutifs, répondent aux désirs présents et fondent de nouvelles prérogatives. Un droit qui n'existait pas il y a 40 ans existe aujourd'hui. Un droit qui était virtuel vient aujourd'hui s'épanouir. Je pense notamment le droit à l'eau, par exemple. Et Milan Kundera, dans L'immortalité, s'insurge contre la transformation, et c'est là le grand enjeu, des désirs en droit. Il dit dans cet ouvrage, « Le monde est devenu un droit de l'homme, et tout s'est mué en droit. Le désir d'amour en droit à l'amour, le désir de repos en droit au repos, le désir d'amitié en droit à l'amitié, le désir de rouler plus vite en droit à rouler plus vite, le désir de bonheur en droit au bonheur, le désir de publier un livre en droit de publier un livre, le désir de crier la nuit dans les rues en droit de crier la nuit dans les rues. » Ainsi, le bonheur se loge dans ce fameux droit à cette nouvelle catégorie. Elle va émerger d'ailleurs, et lorsque vous lisez l'ouvrage de Pascal Bruckner sur le bonheur, sur l'euphorie, il se réfère à ce droit au bonheur. Donc il y a un concept qui est en train d'émerger. Mais de quel type de bonheur s'agit-il?
Le risque est de favoriser une philosophie individualiste, où l'homme recherche son propre bonheur individuel par une revendication d'un mieux-être permanent. Toujours plus d'individus, toujours plus d'exigences de bonheur, mais cet idéal nie la condition humaine dans ses aspérités, ses échecs et surtout le bonheur a une dimension collective, sociale. Déjà, Aristote nous a montré que l'homme qui veut être pleinement humain ne peut rester étranger à la vie de la cité. Marguerite Yourcenar, qui se méfiait du bonheur, fait dire dans Alexis ou le traité du vain combat qu'il eût été fade d'être heureux, et elle nous dit aussi la seule horreur, c'est de ne pas servir. Cette dernière réflexion nous installe au cœur de la problématique et nous laisse entrevoir la grandeur et la beauté du sermon sur la montagne, mais aussi voir que le droit au bonheur se profile peut-être à nouveau dans les droits de cette troisième génération, les droits de la solidarité qui préservent l'avenir des futures générations. Pour répondre à ce thème ce soir, difficile, mais dans lequel nos vies sont impliquées, nous avons convié le philosophe Jean-Luc Marion et le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel. N'étant pas juriste, je ne me placerai pas, même en partie, sur un terrain qui n'est pas le mien. Je dirais même, paraphrasant Kant dans le conflit des facultés, que j'appartiens à la faculté inférieure par opposition aux facultés supérieures, qui sont, comme dit Kant, la théologie, puis le droit, puis la médecine. Les facultés supérieures étant supérieures par l'objet, en l'occurrence le livre, auquel elles se réfèrent et qui est ce qui définit leur terrain et leur légitimité. Je ne suis le représentant ici que de la faculté inférieure, la faculté des arts, la faculté de philosophie, qui n'a d'autre privilège, dit Kant, que de dépendre de la vérité et d'avoir à la dire. Les autres facultés dépendent de réalité. La réalité de la révélation dans la Bible, la réalité du droit dans les codes et la réalité de la santé dans le corps des hommes. Je vais donc me placer du point de vue de la vérité, ou plus modestement, du concept. Et je voudrais faire quelques remarques, j'allais dire, de pure remarques de fait ou de distinction de concept. J'en ferai donc, si j'ai bien compté, une dizaine, exactement. Une première remarque sur les emplois de bonheur en politique, car le bonheur intervient, comme chacun sait, d'une certaine façon, chez Saint-Just au printemps 1774, mais il faut contextualiser l'origine très précise de cet emploi. Notre but est d'établir un gouvernement sincère tel que le peuple soit heureux. Discours du 26 février 1794. Il s'agit donc, en parlant du bonheur, ce qui peut devenir le droit au bonheur, d'un rapport entre ce bonheur et le gouvernement. Ou encore, je cite cette fois toujours le même discours, c'est une idée très généralement sentie que toute la sagesse du gouvernement consiste à réduire le parti opposé à la Révolution et à rendre le peuple heureux aux dépens de tous les vices et de tous les ennemis de la liberté. Quels dépens, quels vices, quel gouvernement? Il s'agit ici, dans le contexte de la mise sous séquestre des biens des émigrés, des contre-révolutionnaires et des suspects, pour permettre une redistribution de ces biens aux indigents et éventuellement résister aux pressions des hébertistes et donc de la gauche de la Convention. Mais le contenu matériel n'est pas dissociable ici de ce qui le rend possible et effectivement objet d'un droit, à savoir
la prise en charge du bonheur et du bonheur en tant que manquant par l'État. Et c'est sur cette base qu'il faut entendre la célèbre déclaration du 3 mars 1994, celle du 13 Ventose de l'an 2, que le bonheur, que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il propage l'amour des vertus et le bonheur est une idée neuve en Europe. Il faut remarquer que le bonheur soit ou non une idée neuve, ce qui est neuf ici en Europe, c'est l'idée que le peuple mérite le bonheur, mais que l'État lui doit le bonheur. L'idée n'est peut-être pas neuve, mais le dispositif politique qui garantit le bonheur, lui, l'est. Il s'agit du dispositif politique permettant une répartition autoritaire des richesses qui présuppose deux thèses: que le bonheur soit directement lié à la richesse répartissable, et pour qu'elle soit répartissable, il faut qu'elle soit matérielle. Donc il y a un lien entre le bonheur et la richesse matérielle, et que ce lien soit assuré par l'État. La répartition étant assurée par l'État, à cette condition seulement, le bonheur peut devenir un droit. Donc le bonheur est ici médiatisé par deux instances. Sa traduction dans des richesses matérielles, il faudra questionner le rapport entre des richesses matérielles et le bonheur. Que signifie ce rapport? Et deuxièmement, il faut comprendre qu'il n'y a de droit au bonheur que s'il y a une instance qui peut prendre pour elle le bonheur du peuple comme un droit à satisfaire. Cette instance, Saint-Just le dit très clairement, c'est l'État, en tant que l'État peut procéder à une redistribution, une nouvelle répartition autoritaire des richesses. D'où le second point. Sur quoi et comment fonder l'équivalence entre le bonheur et les richesses, et comment fonder le rapport entre l'État et la production ou l'attribution du bonheur. Ce que peut l'État ne se comprend que par rapport à ce qu'il ne peut pas. La précédente session de cette série de rencontres a souligné que lorsque l'État promet le bonheur lui-même, il redouble la difficulté que j'indiquais lorsque je disais que seul l'État peut considérer que les citoyens ont un droit au bonheur, parce que seul l'État peut considérer qu'il a un devoir de bonheur. La question de savoir en quel sens l'État peut-il se sentir responsable du bonheur de ses administrés ou des citoyens sans devenir lui-même un imposteur. Car il y a des impostures de l'État promettant le bonheur lui-même. D'une certaine manière, on pourrait dire que tout se joue sur ce que promet l'État. L'État promet-il le bonheur ou les conditions matérielles du bonheur, si le bonheur admet des conditions matérielles. Je pense qu'il faut distinguer ici très nettement les deux orientations possibles de l'État et les deux façons dont on peut entendre, du point de vue de l'État, le devoir d'assurer le droit au bonheur. On peut l'entendre d'une manière radicale ou d'une manière indirecte. La manière radicale, c'est-à-dire la manière directe, consisterait à dire que l'État peut assurer le bonheur. Et s'il le peut, il le doit. C'est-à-dire, il doit promettre de réaliser le bonheur sans limite sur terre. Et par définition,
cette promesse, qu'elle soit tenue ou pas, ne peut être qu'une promesse totalitaire. Car le bonheur, en tant que tel, est sans limite, sans extérieur. Le bonheur est total ou n'est pas. Donc, si l'État promet le bonheur, si l'État se qualifie lui-même comme celui qui a le devoir, de considérer le désir de bonheur des citoyens comme un droit, il est totalitaire. Il est totalitaire, je le dirais, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, parce que le bonheur est total ou n'est pas. On peut dire que le XXe siècle a surabondamment prouvé dans les faits que tout discours positif de l'État sur le bonheur, sous la forme de l'assomption de la responsabilité d'assurer le droit au bonheur, c'est-à-dire de considérer que l'État a un devoir de donner le bonheur, que cette assomption est le signe sans ambiguïté et sans contexte du caractère totalitaire de cet État. Bien entendu, cette ambition totalitaire est aussi un mensonge, ce qu'a prouvé aussi l'histoire du siècle passé. Mais à supposer qu'un État puisse tenir sa promesse, sa promesse de bonheur, il n'en serait pas moins totalitaire. Donc, d'une certaine façon, on ne peut parler au sens strict de droit au bonheur que si ce droit, comme tous les autres droits, est d'une certaine manière garanti par l'État, c'est-à-dire qu'il y a un devoir de bonheur, de donner le bonheur et d'assurer le bonheur de l'État, ceci est nécessairement une attitude totalitaire. Elle peut être redoublée par une promesse totalitaire non tenue, c'est-à-dire par un mensonge. Mais il n'y a pas de contradiction à ce qu'un État soit à la fois totalitaire et menteur, l'un étant souvent la conséquence directe de l'autre. On peut donc envisager un rapport indirect entre l'État et le devoir de répondre institutionnellement au droit au bonheur. D'une certaine façon, ceci a été thématisé par le socialisme français. Je m'appuie, pour le préciser, sur un ouvrage intéressant et significatif, celui de Daniel Mayer, « Socialisme, le droit de l'homme au bonheur », Paris 1976. J'en lis un passage à mes yeux significatif. L'idée de bonheur n'est pas nouvelle. Toute la filiation du socialisme qu'ont successivement incarné Jean Jaurès et Léon Blum se réclame de la part accordée en priorité aux satisfactions individuelles. Et pas seulement aux revendications matérielles, mais aux plus hautes aspirations de l'esprit. On verra plus loin le sens donné par le réalisateur principal aux réformes de 1936. Elles sont, pour la plupart, à la fois économiques, sociales, mais aussi morales. Elles sont invoquées parce qu'elles sont nécessaires et accomplies parce qu'elles sont justes. Leur bénéficiaire est l'homme, à la fois entité individuelle et partie d'une collectivité. Et l'on veillera jalousement à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre les libertés de l'un et les intérêts de l'autre. Autrement dit, le socialisme, entendons ici le socialisme français, c'est-à-dire le socialisme non communiste, travaille à l'idée du bonheur, mais ne l'ambitionne qu'indirectement. Au premier degré seulement. Il ne s'agit pas de satisfaire le droit au bonheur, qui d'ailleurs n'est pas évoqué comme tel. Il s'agit d'établir les conditions matérielles, économiques et sociales d'un bonheur qui reste individuel, personnalisé, indéterminé et donc indéfini. C'est donc les conditions d'un bonheur qui reste abstrait, indéterminé et privé dans tous les sens, puisqu'il est privé de définition en même temps qu'il est individualisé, que le socialisme prétend satisfaire. J'oppose donc ici l'engagement indirect de l'État sur les conditions matérielles de la recherche du bonheur par opposition à la promesse du bonheur, c'est-à-dire à l'assomption et la revendication directe de répondre
comme d'un devoir d'État ou droit supposé au bonheur. Et Daniel Meyer est très précis en disant au mauvais esprit qui évoque, en parlant des clés du bonheur, et en ajoutant le socialisme et la... non, pardonnez-moi. Au mauvais esprit qui évoquerait les fausses clés, commentant le socialisme est la clé des droits de l'homme. Et par conséquent, les faussaires, on rappellera utilement que le code pénal punit sévèrement les utilisateurs de crochets, rossignols, passe-partout et autres contrefaçons. En d'autres termes, le socialisme, ici l'État, est la clé du bonheur, mais seulement la clé. Il n'est pas la porte, il n'est pas l'entrée, il n'est pas la salle de séjour. En d'autres termes, il n'y a pas de droit au bonheur que l'État puisse prendre sur lui. L'État n'a pas de devoir de répondre au droit au bonheur parce qu'aucune instance humaine ne peut le donner à aucun homme. Elle n'en a, en fait, cette instance humaine, ni le droit, ni même l'idée, et encore moins le pouvoir. Remarquons sur ce point que certains textes souvent cités, comme la Constitution américaine ou la Déclaration de 89, sont de très mauvais supports au droit au bonheur. La déclaration américaine ne compte pas parmi les droits le bonheur. L'énumération porte sur la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Pursuit of happiness. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui est garanti comme un droit par la Constitution, c'est le droit à la recherche, justement pas par l'État, du bonheur. Nous avons ici très clairement une relation indirecte, qui est celle que j'indiquais tout à l'heure. Et la déclaration de 89, que je vais immédiatement retrouver, procède avec la même réserve. Je lis le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89. Les représentants du peuple constituent un Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, etc. Donc, ce qu'il s'agit, c'est de lutter contre les malheurs. Le rapport est donc indirect au bonheur. Il s'agit non pas de produire le bonheur, mais de limiter la destruction du bonheur, c'est-à-dire les malheurs. Et la phrase se termine en disant « Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Le maintien de la Constitution permettant de garantir les conditions du bonheur de tous. » Ce n'est pas le bonheur de tous qui est garanti par la Constitution. La Constitution, dans la mesure où elle est maintenue, permet de tourner toujours vers le bonheur de tous, c'est-à-dire d'assurer les conditions du bonheur de tous. Donc, il ne s'agit pas d'assurer le bonheur de tous, il s'agit d'assurer par la Constitution les conditions pour éviter le malheur public et permettre éventuellement le bonheur de tous. Et c'est ici que ce rapport indirect entre l'État et le bonheur devient intelligible et non totalitaire, puisqu'il respecte en plus la distance en fait infranchissable entre les conditions matérielles, les biens matériels, la jouissance des biens matériels et le bonheur. Car nous pouvons maintenant aborder la question du rapport du bonheur à ces conditions matérielles. Le droit au bonheur auquel un État ou des dispositifs sociaux pourraient répondre en assumant le devoir de produire le bonheur, ce droit au bonheur présuppose, en plus d'une ambiguïté dans son rapport aux politiques que je viens d'indiquer, une ambiguïté de son rapport aux biens matériels. En quel sens le bonheur est-il une idée neuve ? J'avais laissé cette question en suspens.
il est difficile d'y répondre avec la précision d'un linguiste ou d'un généalogiste de l'évolution des concepts, mais enfin, on peut faire quelques remarques. Bonheur est de fait un mot moderne, un mot neuf. D'après Bloch et Warburg, dans le dictionnaire étymologique de la langue française, le mot bonheur a remplacé au XVIIe siècle un mot tombé hors d'usage, l'heure, H-E-U-R, sans E. L'heure, c'est-à-dire le résultat ou l'événement, ce qui résulte de ce qui arrive. Corneille fait dire dans les stances au Cid, le Cid 3-4, qu'il eût dit que notre heure fut si proche et sitôt se perdit. Que notre heure fut si proche et sitôt se perdit. Il ne dit pas notre bonheur, il dit notre heure. Ensuite, spécifié comme bonne heure ou mal heure. Que signifie l'heure ? L'heure, c'est l'événement, au sens où l'événement signifie le résultat d'une situation, ou d'un jeu, ou d'une guerre, ou d'une bataille, ou d'une négociation. L'heure est donc une bonne ou mauvaise situation qui résulte d'un événement. L'heure est toujours externe. L'heure me vient du monde, de l'état des choses. Il s'agit donc éventuellement d'une béatitude, mais d'une béatitude venant de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas une béatitude. Le bonheur n'est jamais une béatitude. Et c'est le point essentiel. Il faut distinguer et opposer la béatitude et le bonheur. Le propre de la béatitude, selon Aristote, l'eudaimonia, c'est qu'elle est toujours un acte, qu'elle n'est jamais un mouvement. Et donc il n'y a pas de béatitude qui soit, comme le mouvement, sans fin, sans but accompli. Il n'y a pas, dit l'éthique à Nicomaque 10.3, il n'y a pas de béatitude sans but accompli, il n'y a pas d'eudaimonia atélès. L'eudaimonia, la béatitude, est toujours un acte accompli. Et c'est pourquoi c'est seulement en acte qu'on peut parler de béatitude. C'est en ce sens que la plus haute béatitude, celle de la contemplation, celle du sage, est toujours en acte. Elle est la plus haute parce qu'elle peut toujours être en acte. Et le propre de l'acte, c'est qu'il se suffit à lui-même, et elle est donc autonome. Elle est une autarcie. Pour Aristote, très sagement, le vrai nom de ce que nous appelons le bonheur, c'est la béatitude. Et la différence fondamentale entre la béatitude et le bonheur, c'est que la béatitude ne dépend que d'elle-même, elle est l'autarcie, elle me donne accès à l'autarcie, et c'est pourquoi j'y suis bien heureux, car je suis identique à moi-même, alors que le bonheur suppose toujours une aliénation. Le bonheur est toujours le résultat d'un événement. Et donc le bonheur est par définition provisoire, et par définition fragile, et donc par définition peut résulter d'un état des biens matériels autour de moi. Mais justement, dans la mesure même où le bonheur est toujours venu d'ailleurs, comme le malheur, il est sans commune mesure avec l'autarcie qui est toujours venue de moi-même. Cette opposition entre le bonheur et la béatitude ne doit pas être confondue avec une autre distinction essentielle qui est apparue à la fin du Moyen-Âge, mais dès le XIIIe siècle, qui est la distinction entre les deux béatitudes. La béatitude des philosophes, c'est-à-dire la béatitude d'Aristote et de l'éthique à Nicomaque, tome 10, la béatitude du sage, qui est la béatitude qui vient de l'autosuffisance que me donne la contemplation du vrai. Par opposition, et qui est accessible dès maintenant pleinement, qui est autonome, solitaire et purement théorétique, qui n'a donc aucune dimension politique et aucune dimension communautaire, et aucune dimension eschatologique, bien sûr. Par opposition à la béatitude des chrétiens, du croyant, du fidèle, qui, lui, vise non pas à contempler la vérité seulement, mais à contempler l'essence de Dieu ou la face du Christ. Cette béatitude est eschatologique, elle vient d'un autre qui est plus intérieur à moi que moi-même. Il y a donc un complexe et une rivalité entre deux béatitudes. Mais remarquons que dans les deux cas, ces béatitudes ne sont pas des bonheurs.
elles sont des actes qui me donnent un état permanent. Et un état qui ne peut, dans les deux cas, pas m'être distinct, enfin séparé, qui ne peut pas être séparé de moi. Donc, de la même manière qu'il n'y a pas de droit au bonheur, en ce sens qu'aucune instance ne peut assurer le devoir de répondre au droit au bonheur. C'est la question de l'État. De la même manière, la notion de bonheur ne peut sans doute pas être considérée comme un objet de droit, parce que le bonheur, au contraire de la béatitude, n'est pas l'objet d'une possession. Le bonheur est toujours aliéné, de même que le malheur, par opposition à la béatitude, qui est toujours un acte. Il faudrait, d'une certaine manière, pour clarifier la question, laisser de côté la notion de bonheur, qui est une notion philosophiquement indéterminée et sans doute peu rigoureuse, pour lui substituer la question de la béatitude. Ou plus exactement, ce qui rend la question de la béatitude absolument décisive, y compris politiquement. Pour le comprendre, et ce sera mon dernier point, je voudrais revenir un instant à un argument que nous devons à saint Augustin. Saint Augustin est l'inventeur de ce qui deviendra plus tard le premier principe de la philosophie moderne, à savoir « je pense donc je suis ». Mais au contraire de Descartes, saint Augustin considère que « je pense donc je suis » n'est pas un principe certain et inébranlable, parce que je peux être certain de mon existence par ma pensée, sans pour autant savoir ce que je suis et qui je suis. Et donc l'expérience de la certitude de ma pensée aboutit à ce raisonnement, à cette conclusion ravageuse et dévastatrice que je ne sais pas qui je suis. Ce n'est donc pas le premier principe de la sagesse, mais le premier principe de l'absence de sagesse, de l'ignorance de soi. Y a-t-il un premier principe sur lequel la sagesse puisse être fondée? Ce premier principe, dit saint Augustin, n'est pas un principe de la théorie, c'est un principe du désir. Il y a en effet un point sur lequel tous les hommes sont d'accord. Ils veulent tous être heureux. Ce principe, qui est repris de la sagesse ancienne, est le suivant. Il est certain qu'aucun homme ne répondra négativement à la question « veux-tu être heureux ?» Tous les hommes ne savent pas comment nous pouvons être heureux, comment nous pouvons atteindre la béatitude, mais vouloir atteindre la béatitude, c'est la volonté commune de tous les hommes. Le propre de la béatitude, c'est que nous pouvons la désirer, surtout si nous ne l'avons pas. Au contraire du bonheur, qui demande sa réalisation et qui ne peut jamais l'accomplir. La béatitude est l'objet du désir. Ce qui se cache derrière le droit au bonheur, c'est le désir de béatitude. Le droit au bonheur devient une aliénation parce qu'il dépend de ce qui n'est pas moi. Et c'est pourquoi on a très bien pu dire que le droit au bonheur est une des formes de l'auto-aliénation de l'homme contemporain qui se sent tenu de faire comme si il était heureux. D'où la compétition névrotique et narcissique qui nous conduit à faire comme si nous étions heureux ou comme si nous pouvions le devenir. Au contraire, le désir de béatitude est un désir qui sait qu'il n'a pas d'objet. Et c'est sa grande force. Le désir de béatitude est un désir qu'aucun objet ne peut jamais satisfaire. C'est un des grands principes et un des grands résultats de la psychanalyse dans sa version lacanienne, de dire qu'en un sens, le désir n'a pas d'objet. Et c'est la force du désir de reconnaître qu'il n'a pas d'objet. Ou plutôt que tout objet n'est que l'indice de l'infinitude de l'ambition du désir qui ne porte que sur la béatitude. Se libérer de l'illusion du droit au bonheur
et de la satisfaction du droit au bonheur n'est possible qu'en admettant que le désir de béatitude n'a jamais d'objet et qu'il est donc toujours eschatologique. Le désir de béatitude nous libère de l'aliénation de l'heure, de l'événement, qui fait dépendre notre sérénité de ce qui n'est pas nous. Et d'autre part, le désir de béatitude n'ayant pas d'objet échappe, et je le dis dans le lieu où il vient d'enseigner, à ce que René Girard a nommé la rivalité mimétique. Puisque le désir de béatitude n'a pas d'objet, il n'y a donc pas de concurrence entre les désirs de béatitude, alors qu'il y a une concurrence entre les objets du bonheur. Parce que les objets du bonheur sont finis, sont matériels, et se caractérisent donc par la rareté. Il y a donc une rivalité mimétique uniquement dans le désir d'un objet. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a plus de rivalité mimétique et donc de violence. Le désir de béatitude n'a pas d'objet, il n'est donc pas la source de la violence. En ce sens, la question est de comprendre comment le désir de béatitude infini n'a pas d'objet. Ceci n'est pas une question juridique. C'est une question qui porte sur la dimension du désir lui-même. Ceci relève de ce que j'ai appelé le phénomène érotique, ce que Pascal a décrit en reprenant la formule de saint Augustin. Tous les hommes cherchent d'être heureux, cela est sans exception. Pensée 148. Comme disait saint Augustin, je cite le Sermon 34, « Il n'est personne qui n'aime pas. Si l'on cherche, mais l'on cherche ce que l'on aime. Nous ne sommes pas sommés de ne pas aimer, mais nous sommes sommés de décider de ce que nous aimons. Décider de ce que l'on aime, c'est décider du non-objet du désir de béatitude. Une communauté, y compris une communauté politique ou une communauté de droit, peut se fonder sur le fait que nous partageons tous la nécessité d'aimer, mais que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce que nous aimons. Le droit peut être un droit, non pas au bonheur, mais à garder libre et infini le désir sans objet de béatitude. Et il y a une communauté de désir qui est le désir de béatitude, qu'aucun État ne peut promettre, qu'aucun bien matériel ne peut esquisser, et qui pourtant suffit à créer une communauté. La communauté de ceux qui désirent la béatitude et qui, ne l'ayant pas atteinte, forment la collectivité du manque. Mais le manque, c'est précisément ce qui nous libère du besoin. Je propose donc de substituer à la question du droit au bonheur la question du droit au désir de béatitude. Je vous remercie de votre attention. Ce qui m'arrive est épouvantable. Car je ne suis ni philosophe ni théologien, à peine juriste, un peu livré à la littérature, et je vais vous dire des choses qui, par rapport à ce que nous allons entendre, sont totalement en retrait et superficielles. Je vais commencer par me demander s'il existe une définition objective du bonheur. Et cheminant avec l'esprit limité qui est le mien, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les philosophes, mais je n'en suis pas un, je m'étais demandé ce qu'il y a de commun entre le lumineux détachement des bénédictins, que je connais bien, qu'habite une joie inextinguible, lors même qu'ils disent « notre tunique » au lieu de « ma tunique », la jouissance de celui qui engrange l'argent pour en avoir toujours plus, en dépenser davantage, et en jouir, et en gagner encore, et puis la résignation héroïque du pauvre ou du martyr face à son malheur. Je n'ai évidemment pas répondu à la question.
je me suis rappelé Schubert disant « Le bonheur, c'est ailleurs ». À quoi fait écho le vers de Mallarmé ? Fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres parmi l'écume inconnue et les cieux. Alors le bonheur est-il évasion? Le bonheur est-il utopie? Est-il réalisme? Ou une forme de stoïcisme, selon le mot du philosophe Alain, disant « Il n'y a plus de volonté qu'on ne croit dans le bonheur ». Et finalement, peut-on faire tenir une réalité aussi évanescente, aussi imprécise, aussi subjective dans le lit de Procuste du droit? Et je me disais que c'est sans doute l'infirmité de notre nature que de pouvoir nous représenter de manière quasi unanime le malheur, sans pouvoir nous entendre sur la définition du bonheur. Vous allez donc devoir me pardonner un cheminement un peu hasardeux dans des pensées confuses. Et je voudrais quand même me laisser aller à visiter quelques auteurs qui ont parlé du bonheur, non pas des philosophes, des littérateurs, sans me borner à dire qu'il est antinomique de la souffrance, parce que je vous aurais vraiment déplacé pour rien, mais essayant avec vous d'échanger sur ce qui a pu être écrit ici. Donc j'essaierai de voir à travers eux ce que nous pouvons savoir du bonheur. Ensuite, de voir quel rapport objectif le droit entretient avec lui. Et enfin, je me livrerai à quelques considérations sur ce qui nous rend le plus heureux hors la loi, sans jeu de mots lacanien. D'abord, que savons-nous du bonheur? À travers la littérature, on peut distinguer ceux qui fuient le bonheur, ceux qui l'idéalisent, ceux qui n'y croient pas. Je voudrais un instant m'arrêter sur ce que nous pourrions appeler le pauvre bonheur humain et la joie mystique. Il y a une formule de Paul Claudel qui m'a toujours amusé, à l'emporte-pièce, comme il savait le faire. Il n'y a rien pour quoi l'homme soit moins fait que le bonheur et dont il se lasse aussi vite. Sentence sans appel, à quoi d'ailleurs répond l'autre phrase, celle que dit Cébès dans Tête d'or, « Et notre effort, parvenu à une limite vaine, se défait lui-même comme un pli. » Conception un peu janséniste du bonheur, mais qui s'accompagne chez le même Claudel d'une aspiration à autre chose, quand il fait dire à Mézard dans Partage de midi « Ah, j'étais fait pour la joie ». Et on y voit tout de même déjà, chez ce Claudel que fustigeait de temps en temps un de ses confrères qui pouvait avoir la dent dure, disant qu'il ne comprenait pas comment on pouvait se promener dans une œuvre qui tient du temple babylonien, de la synagogue et de la cathédrale romane, les poches pleines d'obligations et de parts de fondateurs. La phrase était méchante, mais on perçoit quand même l'opposition, quand on n'est pas philosophe et qu'on ne chemine qu'à travers la littérature, entre la jouissance des biens matériels, la course éperdue après un au-delà de soi-même toujours temporel, et la joie qui, en effet, vous nous avez éclairé, monsieur le professeur, est d'une autre essence. Il suffit de se reporter au mémorial de Pascal. Joie, joie, pleurs de joie, c'est la rencontre, en effet, avec Dieu. Et on ne peut pas non plus ne pas évoquer le personnage de Chantal de Clergerie dans La joie de Bernanos, qui ne recherche aucun plaisir et n'en fuit aucun. En effet, elle est sur sa béatitude, pour reprendre votre mot, et cette joie sera inaltérable jusqu'à son viol et son assassinat par le Russe fou, au point que devant son cadavre, l'abbé Sénabre, qui avait perdu la foi, sera foudroyé par la grâce. Et il y a encore cette autre approche mystique du bonheur qui est celle de saint François d'Assise, dont me parlaient les professeurs, appelé à comparaître en place publique par l'évêque et par son père à cause de ses fautes tapageuses, affichées, et qui est pris d'un seul coup d'un rire inextinguible, et qui se dévait jusqu'à être nu sur la place en face de tout le monde, pour s'enfoncer nu dans la forêt. C'est encore Polyeucte, vous citiez Corneille tout à l'heure, sur l'heure, il y a les stances de Polyeucte, source délicieuse en misère féconde.
Que voulez-vous de moi, flatteuse volupté? Honteux attachement de la chair et du monde, que de me quittez-vous quand je vous ai quitté? Et par conséquent, pour ces mystiques, qui ne manifestent pas de déception proprement dite, du moins, la certitude que la chair ne peut qu'être déçue puisqu'elle est toujours insatisfaite et qu'elle ne cesse de courir après plus de chimères, alors que leur joie est libératrice puisqu'elle est fondée sur l'oblation. Ça, ce sont les grandes visions du bonheur chez ces hommes et ces femmes qui ont fait du renoncement la condition de leur liberté. Il y a le bonheur plus prosaïque. On pense au charmant Paul Fort. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Ou encore Lamartine. Tant jaloux se peut-il que les moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur. Et pour l'un pour l'autre, le choix est de saisir le bonheur qui passe à portée de la main, ou de déplorer le temps qui le ravit alors qu'on croyait le tenir. Si bien que le sentiment de l'urgence et le sentiment de l'impermanence circonscrivent au temporel pour eux l'idée du bonheur. C'est une conception très, très incarnée du bonheur, très contingente. C'est celle qu'exprime le crayon de Jean Anouilh lorsqu'il lit à Antigone, au moment où il essaie de la convaincre de ne pas se laisser aller à l'enfermement dans sa résolution à mourir. Il définit à sa manière le bonheur. Un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tout cela te paraîtra peut-être ridicule, mais après tout, c'est peut-être cela le bonheur. Et elle, l'intransigeante, qui le fuit, ça n'est pas comme pour les saints la rencontre mystique avec une forme supérieure de la joie dans l'oblation, elle répond: que sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Dites. Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse jour après jour pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? À qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? C'est le refus d'un bonheur qui ne se satisferait que dans la poursuite pour soi-même de tout ce qui peut se saisir au mépris des autres. Alors d'autres perçoivent encore le bonheur comme la source même de l'ennui. Je vous épargne les merveilleux vers de Baudelaire, mais la plus grande illustration, c'est peut-être Phèdre, quand Phèdre a réussi à fuir Hippolyte, à fuir la tentation d'aimer Hippolyte, et elle raconte ce qu'elle devient à Trézène, loin d'Athènes où il est resté. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. C'est le bonheur même qui n'attend plus rien. Ou celui encore de Lamartine, qui parle du retour d'un bonheur dont l'espoir est perdu. Et puis il y a l'autre approche, la plus positive, le bonheur inséparable de l'amour. Et même si c'est une coquette qui le dit, à Alceste qui l'interroge: et moi que vous blâmez de tant de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Et elle répond: le bonheur de savoir que vous êtes aimée. En définitive, quelle que soit la relation de chacun avec le bonheur ou la joie, c'est une aventure personnelle, et l'on se demande bien quel rapport le droit peut avoir avec elle. Et c'est ma deuxième partie. Nous savons par les manuels du XIXe siècle que le droit est l'ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux. Et donc on ne voit pas au nom de quoi le droit peut se mêler de l'aventure intérieure. Il n'est légitime que s'il permet à chacun de la vivre. Le droit protège, préserve, organise, mais il ne crée jamais. Et les systèmes politiques et juridiques, nous serons tout à fait d'accord là-dessus, vous l'avez dit infiniment mieux que je ne pourrais le dire, qui ont prétendu faire le bonheur des peuples, les ont conduits aux pires tragédies. Et pourtant, en effet, le droit au bonheur, ou le bonheur des peuples, se retrouve dans la plupart des textes fondateurs de nos démocraties. Depuis 1776, et tout au long du XIXe, le droit au bonheur est constamment présent à l'esprit des constituants
qui n'en donne pour autant jamais une définition exacte. Si on remonte avant 76, en 1690, Messire Esprit Fléchier, évêque de Nîmes, prononce l'oraison funèbre de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, qui était le gouverneur du Dauphin. Et il lui répète incessamment, c'est Fléchier qui me le rapporte dans son oraison funèbre, il lui répétait sans cesse, je cite, que la fin principale et la première loi du gouvernement était le bonheur des peuples. Mais en réalité, on ferait un contresens si on s'arrêtait à cela, parce qu'il lui enseignait surtout à être doux et modéré dans sa puissance. Et Fléchier, Monseigneur Fléchier, dit de Montausier, s'adressant à son protégé le Dauphin, à son élève, il lui marquait les justes mesures de sa grandeur, en l'instruisant de ce qu'un roi doit à ses sujets et de ce qu'un fils doit à son père. Autrement dit, son souci n'était pas de définir pour le Dauphin ce qu'est le bonheur des peuples, mais de limiter les excès de la puissance et la domination des sujets. Alors Thomas Jefferson, lui, en 1776, en prélude à la déclaration unanime des 13 États, déclare « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur, en effet, non pas le bonheur lui-même. Les gouvernements, dit-il, sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. » Affirmation en même temps de la liberté, parce qu'il faut le consentement des gouvernés pour que le gouvernant puisse établir les conditions de la recherche du bonheur. En revanche, alors que la déclaration américaine se tient dans ce retrait, dans cette modestie, en 89, l'ambition de la constituante, c'est, je ne vais pas relire ce que vous avez lu, c'est de faire en sorte, pour fuir les malheurs et le renouvellement des malheurs publics, que les réclamations des citoyens soient fondées sur des principes simples et incontestables, et que les gouvernements s'efforcent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Et en 93, c'est la même chose. Il faut que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, liberté indétachable du bonheur. Après l'affirmation à l'article 1er que le but de la société est le bonheur commun, ce qui n'est pas tout à fait évidemment la même chose que le bonheur individuel dont chacun fait son affaire selon le cheminement de sa vie. Et j'avais moi-même retrouvé, monsieur le professeur, avec intérêt ce que Saint-Just disait le 3 mars 1794 sur le bonheur, qui est une idée neuve en Europe, et il le dit au moment où il propose ce décret qui va exproprier en pleine terreur toute une série de personnes pour redistribuer aux indigents dont il faut dresser un État, dit-il. Et nous sommes là dans cette espèce de vertige et d'orgueil qui permet à quelques-uns de décider ce qui est bon pour le bonheur du peuple, fût-ce au détriment de la vie et de la sécurité d'une autre partie du peuple. Le 4 novembre 1948 naît la Deuxième République, qui sera éphémère, dont le président provisoire sera l'immense Alphonse de Lamartine. Et le préambule est tout à fait intéressant, puisqu'il dit d'abord, c'est la première fois que c'est affirmé de la sorte, la France est constituée en république. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, hélas, elle s'est proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois,
à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. Et donc l'idée du bonheur, en effet, a disparu au profit de celle du bien-être et de la justice sociale, tout de même. Ce que va, 3 ans plus tard, combattre ardemment, en 1851, le conseiller à la Cour de cassation Dupré-Lassalle, qui prononce un réquisitoire violent contre le droit au bonheur. De toutes les utopies qui tourmentent notre siècle, la plus étrange, comme la plus dangereuse, est la proclamation du droit au bonheur, dit-il. Alors il est vrai qu'il avait en vue ce qu'il appelait les sectes socialistes, qui selon lui enseignent à l'envi, je cite, que l'homme a été créé pour être heureux sur la terre. Et il dénonçait une, je cite, si grande augmentation du bien-être, à cause duquel une sorte de vertige troublant l'esprit des multitudes leur faisait supposer, je cite encore, que désormais rien n'était au-dessus de leur visée et qu'elles pouvaient sans craindre recommencer l'œuvre de la tour de Babel. L'épanouissement dans ce socialisme naissant de 1848 à 51, c'est en fait quelque chose d'épouvantable puisque, à force de vouloir le bonheur, on va se retrouver dans la situation où Dieu punira en brouillant les langages. Il opposait cette prétention au bonheur à la doctrine chrétienne, qu'il résumait ainsi: les hommes ont toujours désiré le bonheur. Ils ne l'ont jamais espéré en ce monde. Ils ont toujours considéré notre vie mortelle comme une préparation à une vie meilleure. Et il terminait en disant: le droit au bonheur, en effet, suppose l'absence de toute contrainte morale, de toute gêne imposée à notre nature. Il suppose la négation du devoir, car ces deux idées, devoir et bonheur, impliquent une contradiction. Il avait d'une certaine manière tout de même si son discours paraît un peu réac, comme on dit aujourd'hui, il avait tout de même eu le sentiment que l'épanouissement toujours indéfiniment dilaté de l'aspiration au bonheur par chacun ne peut que créer une insatisfaction sans cesse plus grande, comme Shakespeare parlant de l'appétit qui s'accroît à se satisfaire, et conduire au fond à une totale démission devant le devoir par souci de sa propre jouissance. Le XXe siècle va marquer quelque chose d'important, d'essentiel, à partir de la Déclaration des droits de l'homme. C'est vraiment la naissance d'une nouvelle civilisation, puisque les deux déclarations successives, celle de 1948, du 6 décembre, et celle de 1950, l'européenne, vont instituer la personne humaine comme la source et la finalité du droit. C'est-à-dire que, j'évoquais Antigone tout à l'heure, qui opposait la loi des dieux au tyran Créon, ça n'est plus la loi des dieux. Ce sont les droits universels de la personne humaine qui sont la référence absolue. Mais les deux déclarations, ne parlent pas du tout du droit au bonheur. Le but du Conseil de l'Europe, dit la déclaration de 50, est de réaliser une union plus étroite entre ses membres. L'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et les signataires affirment leur profond attachement à ces libertés qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde, et dont le maintien repose sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme. Mais le mot bonheur n'y figure pas. Sont affirmés des droits dont on peut en effet faire l'énumération, parce qu'aucun d'eux ne peut être identifié comme étant le bonheur. Mais ce sont des droits essentiels. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture. Je cite là les sous-titres des articles de la Déclaration européenne. L'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, ce qui ne veut pas dire le droit au bonheur de la vie privée et familiale. Le respect de la vie privée et familiale n'empêche que des vies privées et familiales peuvent être des enfers. La liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression,
la liberté de réunion et d'association, le droit au mariage, l'interdiction de toute discrimination et la limitation de l'usage par les gouvernements des restrictions aux droits. Et toutes ces libertés ne sont pas définies comme constituant le bonheur, mais elles sont perçues et garanties comme étant l'éventuelle condition ou la condition nécessaire d'un éventuel bonheur. On peut même dire un peu plus avant que si l'un ou l'autre de ces droits était violé, cette violation constituerait un obstacle à la recherche légitime du bonheur par chaque personne humaine. Et pour autant, faisant écho aux écrits de M. Dupré-Lassalle, écrits 100 ans plus tôt, on voit bien que ces droits et libertés dont chacun dispose ne sont ni absolus ni illimités. Ils ne font d'aucune manière de chacun le démiurge de sa propre vie au mépris du droit des autres. On ne cite pas assez souvent l'article 17 de la Déclaration européenne, qui, sous le titre « Interdiction de l'abus de droit », émet une notion importante qui est placée sur le même plan que l'affirmation des droits. Et il est écrit « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues dans la dite Convention. » En d'autres termes, est affirmé dans la Déclaration elle-même la limitation des droits et libertés de chacun par les droits et libertés des autres. Et les limitations de l'usage des restrictions imposées aux États sont faites pour que ces restrictions ne soient pas abusives elles-mêmes et ne soient appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues, c'est-à-dire dans l'intérêt de tous et de chacun. Et finalement, ce qui est le thème même de notre rencontre, c'est de se demander comment on situe le fléau de la balance entre l'épanouissement de soi par l'exercice de ses propres droits et le respect des droits de l'autre. Et ce sera mon troisième développement sur le droit positif et le quotidien du bien-être. Car finalement, les principes et les libertés étant affirmés, les droits étant consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, on s'aperçoit que le droit est incapable de fournir une réponse à la question du bonheur. Je l'ai dit, il peut tout au plus garantir l'exercice des droits fondamentaux, dire le juste et l'injuste, réprimer les fautes, mais encore ces notions de juste et d'injuste ou de faute sont-elles contingentes et variables? Nous le savons, l'ordre de l'univers préexiste à toute conscience humaine, et si l'espèce humaine devait disparaître, il continuerait à exister. Hors toute conscience pour l'appréhender. En revanche, l'ordre du droit est le produit d'une conscience collective à un moment donné de l'histoire de l'humanité. J'ai eu l'occasion déjà de le dire, je le redis, le droit est éphémère, contingent, variable, et je ne vais pas répéter encore une fois ce que Voltaire disait à Délilocco dans son dictionnaire philosophique. On peut être coupable en un ou deux points de l'hémisphère et parfaitement innocent dans le reste du monde. Je ne veux pas épiloguer non plus sur cet éclatant exemple de la variabilité du droit qui concerne par exemple l'avortement, puisque des confrères exerçant encore aujourd'hui ont plaidé dans leur jeunesse pour des femmes criminelles ou délinquantes parce qu'elles s'étaient fait avorter et qui au soir de leur vie peuvent être amenées à plaider pour des hommes et des femmes délinquants pour avoir tenté d'empêcher des femmes d'exercer leur droit à avorter. Variation du droit à 180 degrés dans l'espace d'une vie. Autrefois, la loi se souciait du droit de l'enfant à naître. De nos jours, elle se préoccupe davantage de la liberté de la femme et du droit qu'elle a à disposer elle-même de son corps. Je ne dis ni que c'est bien ni que c'est mal, je constate simplement un état du droit totalement contraire à ce qu'il était il y a 30 ans. Et est-ce que ça signifie que l'on change d'appréciation sur le bonheur, que l'on peut jouer d'un bonheur contre un autre bonheur et que selon les périodes, l'un gagne contre l'autre? Naître est-il la promesse d'un bonheur?
Et avorter, est-ce un bonheur ou n'est-ce pas de toute manière, pour la femme qui y est contrainte, un malheur? On connaît des débats de jurisprudence tout à fait intéressants à cet égard, autour de la naissance de l'enfant handicapé, que n'avait pas diagnostiqué le médecin, et les parents, parce que cet enfant était né handicapé à vie, avaient poursuivi le médecin pour la responsabilité qui aurait été la sienne de laisser vivre pour toute une vie humaine un enfant dans le malheur de son handicap. La Cour de cassation s'est bien gardée de dire si le bonheur est de vivre ou d'être supprimé avant de naître. Elle s'est bornée à considérer que naître n'est pas en soi un préjudice pouvant donner lieu à réparation. Et tant mieux, parce que je ne crois pas qu'il appartienne aux juges de dire qui peut mourir et qui doit vivre. Le droit répond assez facilement, en fait, à des questions plus matérielles et qui tournent autour des biens. Et c'est vrai que quand le droit a affaire à mettre de l'ordre dans les relations commerciales entre les personnes, à tout ce qui concerne les querelles sur les biens, qu'on les acquiert, qu'on les cède, qu'on en dispose par héritage ou qu'on en prenne tels ou tels en location, tout ça n'est pas très compliqué. Les libertés ou les droits qui s'entrechoquent ne créent pas de dramaturgie particulière. Mais le droit, qui organise les relations humaines, notamment autour des biens, ne prétend pas au bonheur de celui qui vend ou qui achète. En revanche, nous entrons dans une période cruciale. Le droit étant sous la pression des techniques concernées par toute une série d'inventions incroyables, nous avons des questions philosophiques auxquelles le droit va devoir répondre. Au-delà même de l'avortement, il y a les problématiques irrésolues de l'euthanasie, de la bioéthique. Depuis les expérimentations faites sur les embryons, jusqu'aux donneurs de sperme, les mères porteuses, les dons d'organes, quelquefois même le commerce d'organes dans certaines législations. Et là s'ouvrent des perspectives extrêmement préoccupantes. On sait déjà que le droit campe parfois contre la vérité. Il ne se confond pas avec l'établissement de la vérité. Une preuve très simple, il est interdit d'établir en justice la filiation d'un enfant né sous X. Il n'a pas le droit de connaître ses origines. Le droit contre la vérité. Le droit contre la morale. Des arrêts du Conseil d'État extrêmement sérieux imposent d'office, avec des règles précises, les revenus que le proxénète a tirés de la prostitution d'autrui. Et on peut se demander ce qu'il adviendra lorsque le droit sera amené à se mêler, pour le moment il s'y refuse, et prononce des interdits au moins en droit français, lorsqu'il aura à se mêler de savoir à partir de quel moment on peut disposer de l'embryon congelé à fin d'expérimentation parce que, horrible expression, il n'y a plus sur lui de projet parental. De quel type de bonheur le droit va-t-il se soucier? Et de quel droit? Le droit de qui? En 1966, le professeur Dupont-Avis se réjouissait, mais il y a 43 ans, 44 ans même, du mouvement en faveur de l'émancipation de la femme et même de l'enfant dans les années qui précèdent immédiatement sa majorité. Il avait bien raison, mais pour lui ça signifiait non seulement, je cite, qu'ils ont un droit au bonheur qui nous semble si caractéristique du droit de la famille, mais que bien plus, ils ont le droit de faire ou de défaire eux-mêmes leur bonheur. Fin de citation. En réalité, il opposait de manière très fondamentale le bonheur et la liberté. L'émancipation de la femme paraît évidemment un progrès formidable, mais il ne la rend ni plus ni moins malheureuse, ni plus ni moins heureuse. Le bonheur est d'un autre ordre. Il réside dans l'usage que chacun fait de sa liberté. Et Madame Jeanne Hersch, en 1990, écrivait avec juste raison « Les droits de l'homme
ne sont pas essentiellement au service du bonheur. Ce qu'ils présupposent, c'est que chaque homme soit désormais capable de vouloir et d'assumer sa liberté de sujet responsable. Et elle ajoutait, l'exercice de la liberté exige certaines conditions de non-contrainte, de non-crainte, de non-besoin trop immédiat. Mais cela n'équivaut nullement à un droit au bonheur. Et la proclamation d'un tel droit reviendrait à évacuer la racine absolue des droits de l'homme. Ainsi, nos sociétés, si elles peuvent multiplier les protections nécessaires à l'épanouissement des libertés et des droits de chacun, ne peuvent que cela. Ni le champ qu'elles leur ouvrent, ni les limites qu'elles leur imposent ne peuvent être tenues pour l'affirmation d'un droit au bonheur qui est d'une autre essence. Et il n'existe pas de droit sans devoir. Respecter son devoir, c'est-à-dire l'autre, constitue peut-être l'accès à la forme supérieure du bonheur. Je vous avais annoncé un exposé confus, il l'est, superficiel, il l'est, et ma conclusion va être pas trop longue, mais du même genre. Mais je le fais du meilleur de moi-même, comme je le puis, sans être, encore une fois, ni théologien ni philosophe. Ce que je pense, c'est que le bonheur qui importe le plus est probablement celui qu'on donne. Et il appartient à la société de ne pas faire obstacle, à défaut de me fournir les moyens d'exercer mes talents pour mon plaisir, de ne pas y faire obstacle. Elle me donne les moyens de les exercer. Qu'elle n'y fasse pas obstacle, c'est tout ce que je lui demande. Mais elle n'est pas en mesure, la société, d'assurer mon bonheur. Au plus peut-elle favoriser toutes les conditions possibles pour que chacun puisse s'épanouir, égalité des chances, liberté, éducation, respect de la vie privée, absence de dogmes officiels, sûreté et paix publique. Pour le reste, chacun de nous est renvoyé à sa relation personnelle avec sa vie, avec son corps, avec son prochain. Et quand même, jouirions-nous de tous les biens matériels possibles, nous ne serions pas nécessairement plus heureux. Mesniel, qui était député à l'Assemblée nationale, écrivait en 1791 « Quand je considère des hommes à l'esprit commun et d'une fortune médiocre, presque toujours tranquilles, gais et contents de leur sort, jusque dans l'âge le plus avancé, je les admire et je vois avec plaisir combien la route du bonheur est facile. Quand je considère des hommes presque toujours tristes et inquiets, quoiqu'ils aient un esprit distingué et une grande fortune, je les plains et je vois avec peine comme on s'égare en ne voulant point suivre la route tracée par la nature. » Il n'en dit pas plus sur cette route tracée par la nature. On sent qu'il a lu Rousseau, qui m'avait tout imprégné, on est en 1791. Et finalement, si on voulait transposer son propos à aujourd'hui, entre celui qui a tout et qui n'est content de rien, et celui qui n'a rien et qui est content du peu qu'il a, il y a une relation avec sa liberté et probablement avec les autres qui est faite de beaucoup plus de confiance et de don que de défiance et de restriction. Vous citiez Saint-Augustin, monsieur le professeur. J'ai toujours à l'esprit la phrase admirable « Ama et quos vis fac » « Aime et fais ce que tu veux ». On pourrait transposer en disant « Aime et tu seras heureux ». Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, je trouve très intéressant, et je l'ai souvent dit, pardon de me répéter, une antinomie extraordinaire au-dessus de ce XXe siècle chargé de guerres civiles européennes, de génocide, de barbarie,
d'abominations de toutes sortes, ces deux voix d'écrivains français qui, sans s'interpeller l'une l'autre, se font écho dans une antithèse incroyable. Vous avez d'un côté Jean-Paul Sartre, qui fait dire dans Huis clos à l'un de ses personnages « L'enfer, c'est les autres ». Et puis vous avez Georges Bernanos qui fait dire au curé de campagne du journal du curé de campagne, à la comtesse d'Henricourt, « L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer ». Ce sera ma conclusion. Il n'y a point de prescription légale qui impose l'amour du prochain ou qui l'interdise, heureusement. Mais par-delà l'ordre fragile des lois et les désordres des passions, il me semble que la seule aventure qui fonde mon droit au bonheur, au seul bonheur inaltérable, c'est d'aimer. Et si ça n'est pas à l'atteindre, du moins sa quête est légitime, elle est la plus gratifiante et la moins décevante. Merci. Germain Latour, donc avocat à Paris. Je voulais revenir sur cette question de droit à créance, qui me paraît pas si simple que ça, et je pense qu'elle s'inscrit en fait dans ce que Marcel Gauchet a défini comme le désenchantement du monde. C'est-à-dire que ce droit à créance vient prendre la place de ce qui était trop maigre, le droit de. Et je reviens pour lier, non pas pour faire une conclusion, mais lier avec votre propos, monsieur le professeur, sur le bonheur impossible à tenir, parce qu'il n'a pas de sens, polysémie sémantique à contenu flottant ou variable, on ne va pas rentrer là-dedans. Le droit a menti, parce que le marché qui était pourvoyeur de bonheur n'a jamais réussi à le satisfaire, et que le droit de créance, c'est-à-dire le droit à, rejoint la béatitude, et est une réponse au désenchantement du monde. Je crois que ce que vous dites est tout à fait clair, est exact. C'est-à-dire ce que on voit émerger sous les appellations, par exemple, de droit à créance, ne relève pas du droit, parce qu'à proprement parler, on peut inventer des droits à créance qui sont simplement un habillage juridique des métamorphoses polysémiques du désir. Et à ce moment-là, ce qui est derrière, et ce qui fait que ce qui n'a pas de droit à se proclamer un droit a néanmoins le droit à s'exprimer, c'est qu'en fait, il s'agit de la béatitude. Pourquoi ce que je disais tout à l'heure, dans le droit au bonheur, deux choses sont discutables. C'est que ce soit un droit, la question d'où viennent ces droits à créance, dont la multiplication marque d'une certaine manière le caractère très imprécis et sans doute illégitime. Et d'autre part, le droit au bonheur n'est peut-être pas un droit au bonheur. C'est peut-être pas un droit, il n'est pas au bonheur. Il est à la béatitude qui, elle, n'a pas d'objet, et c'est pourquoi on peut exprimer ce droit au bonheur sous mille visages, sous mille idoles, précisément parce que il y a mille objets parce qu'il n'y en a pas. Il s'agit de la question du désir de béatitude, qui est une toute autre affaire, qui, bien entendu, ne peut pas se dire comme tel, se nie comme tel, se censure comme tel, et donc ne s'expose et ne s'exprime qu'en se masquant à lui-même, comme si c'était un droit, et comme si c'était un désir d'objet. Ce que ce n'est pas, bien entendu. Bien sûr. C'est vrai d'ajouter un mot, non pas du tout pour contredire, monsieur le professeur, mais sous un autre aspect. Je pense que l'expression droit de, droit à, c'est plus sous l'angle de ce qui n'est pas permis contre moi qu'il faut l'envisager. J'ai droit à la vie, donc on n'a pas le droit de me tuer. J'ai droit à la liberté, on n'a pas le droit de m'emprisonner sans motif. Autrement dit, il ne faut pas confondre l'affirmation de ces droits avec un droit positif à une jouissance. C'est le droit d'être préservé d'un malheur. Et je voulais le dire parce que ça me rappelle ce que le 6 décembre l'année dernière, au moment de la rentrée du barreau de Paris,
à l'occasion d'une réunion que j'avais provoquée d'avocats venus de partout dans le monde pour célébrer le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y avait notamment une femme, avocate nigériane, Madame Brahim, et qui est venue, ça rejoint ce que vous disiez sur l'universalité d'un droit, qui est venue parler, et elle avait son hijab, parce qu'elle est musulmane, et elle vient dire, je viens à vous, elle parle en anglais, en avocate, et si je suis habillée comme je suis, c'est parce que je suis musulmane croyante. Pour autant, je me bats dans mon pays pour qu'on cesse de lapider les femmes. Et je suis moi-même en danger à cause du combat que je mène. Et elle disait, on m'oppose dans mon pays la relativité des droits de l'homme qui aurait été inventée par l'Occident et qui ne tiendrait pas compte des civilisations différentes. Mais, avait-elle ajouté, il y a une preuve simple de ce que certains droits sont universels ou que tous les droits sont universels. C'est la souffrance. Il n'y a pas un enfant au monde qui ne souffre s'il est violé ou battu ou exploité par le travail de jour et de nuit. Il n'y a pas une femme au monde qui ne souffre si elle est violée, etc., etc. Et il n'y a pas une femme au monde qui ne soit dans le plus grand malheur parce qu'elle est lapidée. Et c'est donc par la mesure de l'universalité du malheur qu'elle définissait l'universalité de ce que nous appelons les droits, et qui sont en fait, non pas des droits au sens de quelque chose de positif, mais l'assurance que nous ne pouvons pas être martyrisés, méprisés, battus, emprisonnés. Voilà. Merci. Rosine Goldberg, avocate, Paris. Monsieur le professeur, je ne sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure vos explications. Vous parliez de ces nouveaux droits et vous disiez que finalement le critère était celui de l'universalité et que ces nouveaux droits pouvaient entrer en conflit et créer des injustices. Mais est-ce que si c'est bien ce que j'ai entendu, est-ce que les anciens droits répondent à cette définition? Est-ce que, par exemple, le droit de propriété n'est pas quelque chose qui peut rentrer en conflit avec d'autres et créer des injustices? La semaine dernière, Madame Frison-Roche nous a beaucoup parlé, un peu comme a fait ce soir Monsieur le bâtonnier. Elle nous a parlé, elle nous a dit que le droit était un principe qui protégeait, qui empêchait le malheur. Donc, il se rejoignait assez. Elle nous a, par exemple, cité l'exemple des sans-abri. Bon, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Est-ce que les droits classiques ne créent-ils pas aussi des injustices et pour autant vous les reconnaissez? Mais le droit de propriété, c'est le droit à chacun d'être propriétaire. Et donc, en ce sens, le droit de propriété en tant que tel ne produit pas d'injustice. L'injustice, c'est qu'il ne soit mis en œuvre, réalisé que pour certains. Mais je veux dire, il n'est pas contradictoire de dire que chacun peut exercer le droit de propriété. Non, mais, je veux dire, ce qui fait que le droit de propriété, qu'il y a une injustice, c'est parce que tout le monde n'est pas propriétaire. Je dis, il y a la question de savoir si tout le monde est propriétaire de la même quantité de propriété. Donc ça, c'est une autre question. Mais je veux dire par là, le droit de propriété n'est pas contradictoire ipsique. Rien n'empêche que tout le monde soit propriétaire. Mais par contre, ce qui serait un déni, c'est que quelqu'un soit propriétaire de la personne d'un autre. Ben, l'esclavage. Bon. L'esclavage n'est pas le résultat du droit de propriété, c'est au contraire le résultat que le droit de propriété n'est pas respecté partout. Donc le fait que nul ne soit propriétaire d'un autre, c'est aussi une des formes du droit de propriété, parce que tout le monde peut être propriétaire, a droit à être propriétaire, et d'abord de soi. Donc je veux dire, je parlais de contradiction, c'est-à-dire le droit de la mère peut contredire le droit de l'enfant, ou le droit de... par exemple, un éventuel droit à l'euthanasie peut peut-être vite devenir contradictoire selon qui décide de... Bon. Et donc il peut y avoir des droits qui sont apparemment des droits qui deviennent des contradictions. Alors peut-être, par
contre, on pourrait dire que le droit de propriété doit être limité, dans certains cas, par exemple pour des raisons écologiques. Bon, mais alors, à ce moment-là, je veux dire, je pense que c'est toujours le cas, le droit de propriété est toujours sous condition. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Donc, Il n'est jamais absolu. il n'est jamais absolu. Alors, Monsieur s'il me plaît d'ajouter un mot qui ne contredit en rien les vôtres, monsieur le professeur. On voit bien, dans la question que vous posez, Roselyne, comment la même expression, et là, je suis en opposition avec Thierry Massis, sur l'expression droit A ou droit 2, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Le droit de propriété, c'est une faculté. Je peux devenir propriétaire. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de l'être. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'empêcher quelqu'un de l'être. Le droit au logement opposable, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un sans un toit sur sa tête l'hiver dans une ville. Autrement dit, il y a d'un côté une jouissance possible, de l'autre, la nécessité de mettre un terme à un malheur. Et donc, avec le mot droit A ou droit 2, on dit des choses qui ne sont pas les mêmes. Et de même, la contradiction entre deux droits. Le professeur Marion citait, à très juste titre, l'histoire de la mère et l'enfant dont elle ne veut pas, qui ne naîtra pas, qui n'aura pas sa vie, etc. Bon. Contradiction quand même entre deux droits. Pendant très longtemps, on a estimé que l'enfant avait le droit de naître, et en cas d'accouchement difficile, c'est la mère qu'on sacrifiait. Mais vous avez aussi tout le problème des naissances assistées, des procréations assistées. La femme prête un ovaire à une bonne amie, et puis finalement c'est quand même son enfant, et elle a envie d'avoir un rapport avec elle, et on voit des drames qui se produisent dans ces familles physiologiquement recomposées, et où finalement on ne sait plus qui est l'enfant de qui et comment, et avec un heurt de sensibilité et de droit qui n'est pas rien.